Parti. Voilà, alors donc déjà je vais vous faire une petite explication juste du titre que j'ai choisi. Donc Primo Levi, 40 ans d'écriture de la honte. Et j'ai sous-titré ça, donc 40 ans d'écriture de la honte, parce qu'en fait on se situe entre deux pôles. L'écrit que tout le monde connaît, au moins de nom, si c'est un homme, qui écrit juste après le retour de déportation, donc en 46-47. Il y a même des notes qui remontent au moment où il était encore à Auschwitz. Et un autre écrit qu'il intitule Les naufragés et les rescapés, et qu'il écrit dans les années 80 avec comme sous-titre 40 ans après Auschwitz. Bon. Et en fait, mon idée, c'est que si on lit attentivement ces deux œuvres, l'une à la lumière de l'autre, on se rend compte en fait que la seconde est l'aboutissement philosophique de tout ce qui commençait à mûrir dans l'esprit du détenu, puis de l'auteur en fait, qui raconte sa détention. Et du coup, je vais analyser un petit peu ça. Et en fait, ce que j'appelle donc le sentiment de honte du détenu, c'est donc dans le camp un sentiment qu'on espère encore être passager, une honte qui pourrait encore s'évanouir par la suite, à une honte métaphysique du rescapé, c'est-à-dire une fois le retour dans le monde dit libre, la honte devient une torture vivante à l'intérieur du rescapé. Et il en tire une philosophie qui va étendre à l'espèce humaine dans son ensemble et qui est une philosophie absolument terrible. Et qui soulève la question que je poserai à un moment, comment lire bien Primo Levi, puisque le lire à fond, c'est toucher du doigt cette philosophie insupportable, en fait, dont je vais vous parler ici, qui est une philosophie ici de la honte, quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ça à la lumière des naufragés, des rescapés. C'est très discret, c'est juste à l'état de trace dans Si c'est un homme, et c'est horriblement saisissant dans Les naufragés et les rescapés, donc je voudrais vraiment en parler. Donc en fait, je vais vraiment essayer de laisser une place au texte, vous faire entendre justement cette philosophie de la honte qui se développe. Donc je vais essentiellement m'appuyer sur le chapitre 3 des naufragés et des rescapés de Primo Levi, qui s'appelle La honte. Donc, dans un colloque sur la honte, je me suis dit c'est peut-être une bonne idée. Donc voilà, donc je vais m'appuyer sur ça et je vais vous montrer un petit peu comment se compose le texte. Je vais parler un petit peu de l'esthétique du texte parce qu'il y a une espèce de sirtaki, de narration qui essaye d'aller à l'essentiel et qui, lorsqu'elle s'en approche, recule immédiatement parce qu'en fait, il s'agit de toucher une espèce de cœur nucléaire, une espèce de sentiment en fusion qui irradie si on le touche. Et donc, en fait, il y a une tentative pour le cerner, mais en même temps, le cerner fait peur. Donc, il y a cette esthétique de j'avance, je recule, etc. Donc, je vais vous le montrer rapidement de manière narrative. Et ensuite, j'aborderai la question, enfin aussi, parce que je vais tresser ces trois fils, aborder la question de comment lire bien Lévi si sa prose est porteuse de quelque chose qui est invivable. Alors, je ne veux pas aller rapidement aux conclusions, mais vous savez qu'il y a beaucoup de chances pour que Primo Levi se soit donné la mort lui-même. Il y a encore des questions dessus, il y a encore un doute. En tout cas, il a été très dépressif à de nombreux moments de sa vie, à son retour. Et donc, la question, c'est si lui n'a pas survécu à ce qu'il a tiré du camp 40 ans après, parce qu'il est mort juste après avoir écrit Les naufragés et les rescapés, comment son lecteur, lui, peut le lire et en sortir indemne, quoi. Et je pense que c'est une question qui est centrale, vu la notoriété de ce témoin, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais un petit peu vous raconter ce qu'il y a dans ce chapitre 3 qui s'intitule La honte, de l'écrit de 1986, Les naufragés et les rescapés. En fait, il fait une espèce de typologie de la honte. Il part de l'idée la plus complexe. Alors évidemment, il y arrive à tâtons, donc vous avez 3 pages où on ne sait pas exactement où il va en venir. À un moment, il dit, voilà, ce dont je voudrais parler, c'est de la honte pour autrui. Alors ça, c'est un concept un petit peu compliqué. La première description est un petit peu, est pas évidente, on va dire. Et après, il dit, mais avant ça, je vais faire une typologie des différents types de honte. Donc je vais commencer par ce qu'il fait dans sa typologie la plus simple. Et je reviendrai après sur la honte pour autrui, qui transforme, après être passé par cette typologie des différents types de honte du détenu et du rescapé, qui transforme en honte du monde. Donc c'est pour ça que je parle vraiment, vous voyez, d'un sentiment du détenu qui devient une métaphysique, parce qu'on n'est plus dans la honte de soi, le mal à se vivre, ou le fait de sentir quelque chose qui nous fait rougir, ou quelque chose comme ça. On est dans la honte du monde, quoi. Donc on est vraiment dans un truc universel. Enfin, je vais vous dire un petit peu ce en quoi ça consiste. Alors, en gros, le premier point, c'est une honte rétrospective du rescapé sur sa détention avec ce que Lévi met en mots en disant « le maître moral a changé ». En quelque sorte, pour vous expliquer grossièrement cette idée, dans le camp,
les questions de vie et de mort sont tellement présentes que ne pas donner son pain à son voisin mourant n'est pas terrible en soi, c'est juste une question de survie personnelle. Donc se préférer soi à autrui est vécu sur le moment comme simplement un instinct de survie. Et en rétrospective, une fois qu'on revient à la morale du monde libre, c'est « je n'ai pas aidé le mourant ». Et c'est insupportable. C'est ce qu'il décrit dans ce chapitre-là. Je renvoie à un passage de la page 76 de cet ouvrage. Et je vais vous montrer en fait qu'il explique justement la différence entre la honte ressentie en tant que détenu, qui devient une honte invivable une fois rescapé. Donc il raconte en fait un passage qu'il expose dans Si c'est un homme, donc il y a vraiment un jeu de va-et-vient. Donc dans Les naufragés et les rescapés, il parle d'un chapitre de Si c'est un homme qui s'appelle Le Dernier. En fait, c'est un chapitre terrible. Je crois que c'est vraiment un des chapitres les plus terribles de Si c'est un homme, parce que on est plongé vraiment dans l'enfer, et ce chapitre, qui est plutôt vers la fin, commence plutôt d'un ton léger. Et il raconte que dans le camp, finalement, il s'est rapproché d'un ami qui s'appelle Alberto, et qu'ils ont monté une combine, qu'ils ont créé des petits cercles qui permettent de faire des bons pour la douche, qu'ont adopté les capots. Et donc, en fait, ça leur a créé une certaine notoriété. Et comme il les troque, ça leur donne un certain confort de vivre. Il dit « Nous sommes là avec Alberto, nous devisons. Et rien que deviser est une survie en soi. J'ai fait réaliser une prouesse, je suis arrivée à démonter un balai et à le faire passer du camp, machin. » Donc, ça commence un petit peu comme un récit picaresque, alors qu'on était vraiment au milieu de chapitres qui s'appelaient « L'enfer », de chapitres terribles. Et donc, en tant que lecteur, on ressent une sorte de soulagement. Et ça s'étend sur, on va dire, mettons 8 des 10 pages du chapitre, je ne sais plus exactement combien ça fait. Et donc, sur ce ton-là, et en fait, on arrive 1 ou 2 pages avant la fin du chapitre, et il dit « Ah, on est interrompu alors qu'on était en train de deviser. Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il nous prend comme si on était en train d'assister à la scène. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, on nous arrête. On va faire l'appel. Ah non. Ah, c'est encore une pendaison exemplaire. Et en fait, le chapitre s'appelle Le Dernier, parce que la personne qui va être pendue, c'est une de celles qui a contribué à faire sauter un four crématoire à Auschwitz, qui est impossible, donc qui relève vraiment, qui est un exploit insensé. Et il dit en fait, cet homme-là, c'était le dernier homme. Nous, on est des esclaves, on n'a rien fait. Et il finit, la dernière phrase de ce chapitre, c'est « La honte nous accable ». Et en fait, donc, quand il parle de ce passage dans Les naufragés et les rescapés, il dit « Sur le plan rationnel, les rescapés n'auraient pas eu beaucoup de motifs d'éprouver de la honte. Mais malgré tout, la honte était là, surtout devant les rares, les éclatants exemples de ceux qui avaient eu la force et la possibilité de résister. Je l'ai indiqué au chapitre de Si c'est un homme intitulé Le Dernier, qui décrit la pendaison publique d'un résistant devant la foule abattue et apathique des prisonniers. C'est une pensée qui nous avait alors à peine effleurée, mais qui est revenue après. Toi aussi, tu aurais peut-être pu, tu aurais certainement dû. C'est un jugement que celui qui est rentré voit ou croit voir dans les yeux de ceux, spécialement les jeunes, qui écoutent ces récits et jugent avec la sagesse facile de l'après-coup, ou qu'il entend même prononcer impitoyablement à son adresse. Consciemment ou non, ils se sentent accusés et mis en jugement, poussés à se justifier et à se défendre. Donc vous voyez bien les 2 moments, sentiment fugitif de honte dans le camp, qui devient une pensée obsédante, une espèce de torture de soi une fois qu'on est dans le monde libre. Donc voilà l'exposé de la première idée. Deuxième idée, alors vous allez voir que ça s'élargit, toujours dans cette honte rétrospective liée au maître moral qui a changé. Il parle, donc je cite encore ces mots, à la honte d'avoir failli au devoir de solidarité humaine. Et ça, c'est ce que je vous racontais avec l'exemple du pain, donné ou non. Dans le camp, c'est une question de survie personnelle. En tant que rescapé, avec le changement du maître moral, pour reprendre ces mots, ça devient une non-assistance à même pas personne en danger, à la personne mourante, quoi. Voilà, laisser mourir son prochain, quoi. Et en fait, vous avez tout un passage, j'essaie d'aller vite, où en fait, il raconte comment un jour, ils étaient assoiffés, donc c'était en été, et il n'y avait pas d'eau nulle part dans le camp, quoi, sauf le matin, mais c'était de l'eau non potable, et la soupe du soir, mais qui suffisait plus. Et donc tous les détenus étaient assoiffés. Il raconte une scène où là où il travaille, il découvre un petit robinet. Et alors, il explique, il arrive à évaluer qu'il doit y avoir juste le contenu du robinet et du morceau de tuyau qui dépasse.
Donc il dit, s'il y a 1 litre, c'est vraiment un miracle, quoi. Et du coup, il passe en revue le choix qu'il a à faire, hyper rapidement, puisqu'il le raconte en tant que détenu. Enfin, il revoit son expérience de détenu. Et en gros, il dit, j'avais le choix soit de le garder pour moi-même, soit de le partager, soit de le rendre collectif et que ça n'ait plus aucun pouvoir, en fait, puisque 1 litre divisé par je sais pas combien, ça donne plus rien. Et en fait, il dit, je choisis le nosisme, donc c'est lui qui emploie ce terme à partir de nous, donc l'égoïsme étendu à autrui, le nous-isme, quoi, le nosisme. Et il revient dans le rang, donc il partage avec Alberto, ils boivent, il retourne dans le rang, et en fait, il voit que quelqu'un l'a vu, un des déportés, qui s'appelle Daniele. Et Daniele lui en reparlera, parce qu'en fait, ils vont faire... il y a encore un autre ouvrage de Lévi qui s'appelle La Trêve, qui raconte le retour en Italie. Et en fait, ils sont pris en charge par les soviétiques. C'est le bazar complet de l'après-guerre, quoi, enfin de la fin de la guerre et de l'après-guerre. Et en fait, il va mettre 9 mois à passer de Auschwitz en Italie. Et les soviétiques vont les faire passer par l'Ukraine. Donc, ils vont aller jusqu'à Odessa, je pense, pour prendre un bateau qui n'arrivera pas. Remonter en Biélorussie, repasser en Pologne, donc ils bouclent la boucle. Et après, redescendre vers l'Est et retraverser d'Est en Ouest jusqu'en Italie. Donc, ça a duré 9 mois, quoi. Donc, évidemment, tout le monde pensait qu'il était mort. Et dans ce périple, il se retrouve avec Daniele. Et Daniele lui dit, donc, alors, page 79, pourquoi vous deux et pas moi? Et là, Primo Levi commente en disant, c'était le code moral civilisé qui ressurgissait, celui qui fait apparaître glaçant les actes qui paraissaient justifiés dans le camp. Et il en reparle plus, et donc il commente la chose et il dit, est-elle justifiée ou non la honte de l'après? Je ne suis pas parvenu à en décider. Je ne suis pas parvenu à en décider alors, et je n'y parviens pas non plus aujourd'hui. Mais la honte était là, et elle est concrète, pesante, durable. Vous voyez, ça tombe vraiment comme le jugement sans retour, pesante, durable, paf. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de mouvement intérieur qui cherche à juger dans l'après. Dans les articles que j'ai écrits sur le sujet, j'en viens à dire, alors j'espère que je n'ai pas d'excès, que je ne me trompe pas historiquement, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui est arrivé à Lévi concrètement. J'ai l'impression que c'est cette espèce de mouvement intérieur torturant là, qui dit mais est-ce que tu as fait ton maximum? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire mieux? J'ai l'impression que c'est ça qui l'a tué. Vous allez voir où est-ce qu'on en vient. Et donc après, donc il étend encore ça, donc troisième idée, celui qui a manqué au devoir d'aide à autrui est carrément un meurtrier qui vit à la place de celui qu'il n'a pas aidé. Et ce qui est terrible, c'est qu'il le dit, noir sur blanc, je vais vous lire le passage, parce que pour moi c'est le passage qui éclaire d'une lumière terrible toute l'œuvre de Lévi. Il dit, je ne parle pas juste des gens dans le camp, je parle de tous ceux qui peuplent la terre. Et là c'est terrible, parce qu'en fait il dit, j'ai le soupçon que chacun est le Caïn de son frère. C'est-à-dire que de manière passive, on a tous commis le meurtre de quelqu'un de meilleur que nous. Ça, je ne sais pas comment on peut vivre avec. D'où la question, j'y reviendrai après, mais d'où la question, moi quand j'ai lu ce passage-là et que je l'ai analysé, parce qu'il j'étais désemparée face à ce passage-là, et que je me suis mise à y repenser, pendant des mois et des mois, je me suis dit, mais sommes-nous les Caïns de nos frères, quoi? Et c'est une idée qui s'est mise à... Et c'était terrible, quoi, jusqu'à avoir, créé même mon idée autour de ça, donner une lumière personnelle à la chose, ce qui est impossible en fait, mais ça vous confronte à une question qui est abyssale. Et sachant que la doxa actuelle, c'est tout le monde doit lire Primo Levi, et je suis la première à être d'accord, c'est une œuvre somptueuse. La question c'est, est-ce que ceux qui enseignent Primo Levi au lycée, je suis sûre qu'il y en a plein qui l'enseignent très bien, c'est juste le concept que je vais faire passer, est-ce qu'on peut enseigner bien Primo Levi sans soulever chez les personnes qui le reçoivent pleinement des questions qui sont peut-être pas supportables. Moi, j'ai 35 piges, ça me pose problème. À 15 ans, je sais pas ce que j'en aurais fait, quoi, dans mon système de pensée, quoi. Donc, je pense que c'est une question qui, malgré tout, se pose. Donc, je vous lis ce passage. Il est à la page 80. Donc, on est bien dans un contexte où il fait sa typologie. Donc, on est vous avez vu comment ça se construit. Il y avait la haine, Daniele, petit retour dans le passé, etc. Donc, vous avez des exemples, un discours construit, etc. Et d'un coup, ça s'arrête. Alors que tout est en bloc, vous avez 3 ou 4 lignes qui sont sautées. Et écoutez ça. Tu as honte parce que tu es vivant à la place d'un autre, et en particulier d'un homme plus généreux, plus sensible, plus sage, plus utile, plus digne de vivre que toi. Sentez l'accumulation, quoi. Pas juste quelqu'un de meilleur.
quelqu'un de plus généreux, plus sensible, plus sage, plus utile, plus digne de vivre que toi. Vous voyez l'accumulation qui arrive au paroxysme de la dignité de vie, de qui doit vivre sur Terre et qui ne doit pas y être, avec une espèce de métaphysique des limbes, quoi. Il y aurait un espace où vivraient les gens bons qui ne pourraient pas s'incarner sous peine de s'altérer. C'est quelque part limite janséniste comme idée de perception de la vie, quoi. Tu ne peux pas exclure. Tu t'examines, tu passes en revue tes souvenirs, espérant les retrouver tous et qu'aucun d'eux ne soit masqué ou déguisé. Non, tu ne trouves pas de transgression manifeste. Tu n'as pris la place de personne. Tu n'as pas frappé, mais en aurais-tu eu la force? Tu n'as pas accepté de fonction, mais on ne t'en a pas offert. Tu n'as volé le pain de personne, cependant tu ne peux pas l'exclure. Ce n'est qu'une supposition, moins l'ombre d'un soupçon, que chacun est le câlin de son frère, que chacun de nous, mais cette fois je dis nous dans un sens très large et même universel, a supplanté son prochain et vit à sa place. C'est une supposition, mais elle ronge. Elle s'est nichée profondément en toi, comme un ver. On ne la voit pas de l'extérieur, mais elle ronge et elle crie. Voilà. C'est dilué, on met 4 pages à y arriver, dans un chapitre qui est au milieu, 40 ans après, etc. Mais pour moi, le chapitre, le dernier, qu'il cite d'ailleurs ici, et d'autres passages de Si c'est un homme, tournent autour de ça. Vous voyez la constitution de la chose, c'est vraiment une pesée des âmes. Vous avez ce mouvement comme les plateaux de la balance avec tu n'as pas fait ci, mais est-ce que tu aurais pu le faire? Tu n'as pas fait ça, mais est-ce que tu en aurais eu la force? Vous voyez cette espèce de dialogue intérieur, voilà, c'est le bourreau de soi. Et plus qu'une honte tenace, à mon avis, c'est l'obsession de l'interrogation dans le jugement des actes, essayer de se référer à une instance supérieure pour dire, bon alors, j'ai pas fait quelque chose de franchement dramatique, mais dans l'absolu, est-ce qu'en tant qu'homme, j'aurais pas pu faire mieux? C'est insupportable. Enfin, évidemment qu'on ne peut pas vivre avec une interrogation sur soi en se demandant si on vit à la place d'un autre. Je passe vite parce que je voudrais pas prendre trop de temps de parole, mais... il continue un petit peu et il dit, voilà, cette idée me fait souffrir comme lorsqu'on touche un nerf mis à nu. Je pourrais être vivant à la place d'un autre, aux dépens d'un autre, je pourrais avoir supplanté, ce qui signifie en fait tuer quelqu'un. C'est dit, c'est pas moi qui interprète en disant c'est presque un meurtre passif. Lui, il pousse plus loin, tout seul, et il dit, voilà, est-ce que j'ai pas tué quelqu'un? C'est monstrueux quand vous voyez les problématiques qu'il y a autour des déportés. Cette idée qu'en ayant vécu l'extrême, ces questions ne se posent pas à ce point. Disons qu'on peut interroger quelqu'un qui a caché des juifs et les a fait banquer. Oui, bien sûr, on peut dire cette personne, oui, elle les a cachés, mais elle en a profité. L'aurait-elle fait gratuitement? Donc oui, il y a une pesée nécessaire de la question. Mais là, ça paraît vraiment une espèce de rétroaction morbide qui cherche vraiment à trouver en soi, au fond de soi, si on a été meurtrier ou pas. Donc c'est vraiment un jugement ultime. Donc je trouve que voilà, moi, ce que je visualise, c'est le tableau de Munch, je sais pas comment vous dites, selon les cultures, les langues, le cri, quoi. J'imagine vraiment cet homme enfermé en lui avec ses questions obsédantes, c'est terrible, quoi. Voilà, donc la question, pour moi, ce sirtaki littéraire, cette esthétique du détour dont j'ai parlé, où je vous dis, le chapitre commence en disant « Oui, le retour a-t-il été si gai ?» Et là, il évoque tous les retours gays dans les films. Il dit « Oui, le cliché du retour chez soi, heureux qui comme Ulysse, tout ça. » Enfin, et là, on se dit « Pourquoi ce chapitre s'appelle La honte ?» Puis ça dure 3 pages. Puis après, il balance la honte pour autrui. Et c'est compliqué à comprendre, c'est pas très clair. Et puis, il raconte d'Agnelé, etc. On comprend. Et paf, ça s'arrête. Révélation. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une tentative de happer ce qui est en fait une espèce de gorgone, quoi. Si je la regarde, je meurs, quoi. Enfin, je suis pétrifiée, je peux plus bouger, quoi. Et vous avez souvent ça dans l'écriture de Rescapé, on pourra en reparler. Georges Semprin fait ça aussi, je ne sais pas si certains ont lu Le Grand Voyage et l'écriture ou la vie. Il y en a un qui raconte le trajet en train et l'autre qui raconte l'après-libération des camps. Ça commence au moment où les Américains arrivent. Qu'est-ce qui n'est pas raconté là-dedans? La période concentrationnaire. Et elle n'est que par rappel, analepse, etc. Mais comme des moments où il est en train de vous raconter Heidegger, machin, ses lectures d'étudiants, et paf, il se jette à l'eau, il fait « On était dans un tunnel, on nous a déshabillés, etc. etc. » Donc il y a cette espèce de lutte avec l'écriture pour essayer de cerner. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans, et qu'en fait, il cherche
voilà, à accoucher de l'inavouable et de l'irregardable, en fait. La question, c'est, une fois qu'il l'a avoué, cet inavouable et cet irregardable, enfin avoué, non, c'est pas ce que je veux dire, c'est une fois qu'il l'a dit, la chose à dire qui le taraude, est-ce qu'on peut encore, en ayant lu ça, lire Lévi de la même manière, d'une manière, on va dire, innocente? Ce qu'en fait la doxa, ce grand témoin, celui qui a œuvré, enfin j'ai vu des entretiens même d'historiens qui disent, voilà, vous avez œuvré toute votre vie à enseigner dans les écoles, votre expérience, et lui à chaque fois il répond, bah non, je suis plutôt à me poser des questions sur mon rôle, est-ce que c'est encore légitime de parler après? Donc il s'oppose toujours au doxa, on a tendance à le présenter d'une manière assez entière, alors que c'est l'homme du doute, quoi. Et du coup, je me dis, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que de recevoir, si c'est un homme à 16 ans, est-ce que c'est pas planter une graine qui, si elle vous intéresse, vous incite à lire les autres œuvres de Lévi? Et finalement, est-ce que pour enseigner Lévi, il ne faut pas cacher une partie de Lévi? C'est un petit peu la problématique. Alors la réponse pédagogique à laquelle j'ai pensé, c'est qu'en fait, l'œuvre de Primo Levi fait partie de tout un champ de ce que j'appelais des philostrophies, en fait, des espèces de, on en parlait un petit peu ce matin, mais des philosophies qui procèdent de la vie, c'est-à-dire vous vivez selon un système de croyances hérité de vos parents ou quelque chose comme ça, et puis vous arrive dans la vie quelque chose qui ne coïncide plus avec votre système de croyances. Je sais pas, vous êtes pragmatique, votre père est médecin, et puis vous vous avez un cancer, et là vous comprenez plus. Pourquoi moi, etc., etc. Et donc vous changez de métaphysique. Je fais appel à la racine grecque, à strophe, c'était, vous savez, dans les tragédies grecques, le cœur se retournait pour parler au public. Donc en fait, c'est pour dire une philosophie du retournement dans la vie. Vous suivez une piste, et puis la vie vous confronte à un événement, et paf, vous êtes obligé de vous réinventer, quoi. Et les détenus font ça, une espèce de philostrophie, de raconter ce qu'ils ont vécu, et d'essayer d'en tirer quelque chose pour comprendre l'irrationnel, parce qu'ils sont confrontés à quelque chose d'énorme. Et donc, Primo Levi n'est pas le seul à faire ça. Et je pense à des auteurs comme Robert Antelme, Elie Wiesel, etc. Et bon, Elie Wiesel a une vision tout aussi tragique. Hein. Mais donc, l'idée que j'avais, c'est que bon, Elie Wiesel, par exemple, dans Paroles d'étrangers, cite différentes attitudes par rapport à l'après-Shoah et dit que dans la communauté juive, notamment dans des communautés juives new-yorkaises, il y en a qui considèrent tellement, alors je ne voudrais pas... Voilà, mais qui considèrent tellement que tout a un sens, que la Shoah en a un, et donc ils sont arrivés à vivre beaucoup mieux que d'autres qui étaient laïcs et qui ont été déportés. Alors même que c'était la judéité qui était au cœur du processus de déportation, la question juive, quoi. Donc, ouais, il faut abréger. Voilà. Donc, voilà. Donc l'idée que j'avais eue, c'est de dire, voilà, on étudie Lévi et on montre à quoi peut aboutir une philostrophie terrible, quoi, qui a un aboutissement terrifiant, le suicide. Donc le dire, cerner la chose et la dire. Et l'ancrer dans tout un système en disant, voilà, mais il est des communautés où on a fait de la Shoah et on lui a donné un autre sens philosophique. Donc de l'intégrer à une philosophie en mouvement, individuelle, liée aux événements de sa propre vie. Donc l'enseigner dans cette dynamique, ça permet d'étudier Primo Levi à fond, et en même temps, donc de l'étudier bien, et en même temps de relativiser la portée de sa philosophie en disant il n'y a pas qu'une philosophie de l'après-Shoah. Donc, du coup, je termine avec le concept de honte pour autrui, qui devient une honte du monde. Et du coup, je vais juste terminer en vous expliquant l'idée. En fait, dans ce chapitre, j'essaie de regarder ce que je voulais vous lire pour juste vous dire de quoi il était question. Oui, c'est une idée complexe, celle de la douleur pour la faute que d'autres ont commise et dans laquelle on se sent impliqué. Et il dit, voilà, c'est ça que je vais juste vous lire les deux lignes. Cela montrerait que l'homme, le genre humain en somme, nous étions potentiellement capables de construire une masse infinie de douleurs et que la douleur est la seule force qui est créée avec rien, sans frais et sans peine. Voilà. Donc, l'idée, ce serait que la honte du détenu s'étend à un concept métaphysique de honte du genre humain, appris par la Shoah, qui serait que, on arrive à produire des sommes de douleurs immenses. Alors, pour pas finir là-dessus, et pour conclure, c'est ma conclusion, je dirais qu'il y a deux réponses à ça. Il y a une réponse que Primo Levi donne lui-même, c'est juste qu'il y a un déséquilibre. Quand on lit la Trêve, il oppose en fait, donc c'est ces 9 mois entre la libération, enfin l'ouverture des camps par les soviétiques et le retour à Turin.
Donc pendant ces 9 mois, ça s'appelle la trêve, parce que ça a été vécu comme tel, parce qu'en fait, lui a vécu la vie comme insupportable au retour. Évidemment, le camp était insupportable pendant. Et donc finalement, cette période-là a été comme une trêve. Et en fait, il se présente dans ce récit comme empoisonné par Auschwitz. La métaphore courante, c'est le venin d'Auschwitz, le poison d'Auschwitz. Et les expressions qu'il utilise pour caractériser la beauté du monde, la bonté des hommes qu'il croise, des choses comme ça, c'est des remèdes, des antidotes, des médicaments. Donc, je ne vous fais pas l'inventaire des citations, je vous dis juste, voilà, la nuit en plein air nous fit autant de bien que des médicaments. Ou j'avais marché pendant des heures dans l'air merveilleux du matin, l'aspirant comme un médicament jusqu'au fond de mes poumons délabrés. Donc, pour moi, il y a une antidote à cette douleur humaine créée. Le problème, c'est que chez Lévy, l'équilibre du monde n'a pas suffi. Les forces positives n'ont pas suffi à rétablir la balance de celui qui avait vécu à Auschwitz. Mais pour le lecteur, la balance se fait dans une dynamique personnelle, individuelle. Et donc, voilà, on peut déjà postuler ça. Et Lévy donne une piste de réponse à à l'idée qu'il soulève et qui est terrible. Ensuite, je pense que, je terminerai avec un autre postulat, qui est en fait, donc c'est l'idée que j'essaie de développer actuellement, donc elle est en chantier, donc toute remarque est potentiellement bienvenue, toute aide. Voilà, en fait, Auschwitz a été présenté, l'entreprise nazie, comme Didier Durmark, qui a écrit une philosophie de la Shoah, présente ça comme la 4e blessure narcissique. Donc la première, c'est l'héliocentrisme, la deuxième, le darwinisme, c'est tout ce qui a dit « l'homme n'est pas cette créature merveilleuse au centre du monde ». Et la Shoah a dit « maintenant que vous êtes au paroxysme de la rationalité, vous avez créé Auschwitz ». Voilà. Donc, cette période-là, l'idéologie nazie qui conduit à Auschwitz, serait cet aboutissement ultime, le mal radical, la 4e blessure narcissique, la 3e étant celle que Freud s'attribue à lui-même. Voilà. Et en fait, l'idée que j'essaie de développer, c'est que en fait, je pense que ça renvoie plutôt à une racine de la puissance humaine. Je m'explique. Lui dit « Nous étions potentiellement capables de construire une masse infinie de douleurs, sans frais et sans peine. » Et ça, c'est une révélation sur l'homme, révélation négative. Moi, je me dis « Ok, Auschwitz a posé cette révélation négative, c'est atroce. On peut, des théories comme celle de Milgram, à celle plus terrible sur la mise en cause du genre humain dans sa globalité, aller vers le négatif. Mais on peut aussi revenir à cette racine qui est l'homme a une toute-puissance insoupçonnée et aller dans le sens, donc je terminerai là-dessus, se demander si l'on peut générer un mal radical, alors ne peut-on pas aussi générer son envers, à savoir un souverain bien, involontaire, de concentration de force insoupçonnée chez l'homme et qui serait tout aussi aisé que l'a été son envers. Voilà, je vous remercie. Désolée pour le temps du coup.